Bonsoir à tous. Dans ce soir 3, les efforts déployés par les partisans du oui ou du non au traité de constitution européenne. Ils ont une petite semaine pour convaincre un Français sur 5 encore indécis quant à son vote. Ce soir, dans le Poitou, Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin fustigeaient Laurent Fabius. Invitée du soir 3, Marie-Georges Buffet, secrétaire nationale du Parti communiste. Elle est sereine mais prudente sur l'issue du scrutin. Le prix des communications augmente, celui de nos coups de fil adressés aux services d'assistance des fournisseurs d'accès Internet. Le temps d'attente pour obtenir un interlocuteur s'allonge et le taux de satisfaction des requêtes est faible. Ce qui est fort, c'est le montant de la facture téléphonique qui suit. Les pouvoirs publics préconisent la gratuité des minutes inutiles. Le début des internationaux de Roland-Garros. Nous verrons comment se préparent les plus jeunes Françaises, Nathalie Dechy et Tatiana Golovin, et ce dans l'ombre de leur grande sœur Amélie Mauresmo. Elles ont choisi des coachs étrangers. Le dossier du soir 3 sera consacré à la conférence internationale de Petra en Jordanie qui vient de réunir une trentaine de prix Nobel pour tenter de trouver des solutions aux grands problèmes de la planète. Des guerres au terrorisme en passant par la pauvreté et l'environnement. C'est peut-être utopique, mais Elie Wiesel et ses amis Nobel ont bien l'intention de changer la face du monde. Un dernier virage avant le vote du 29 mai, mais la ligne d'arrivée semble sans cesse s'éloigner pour les partisans du oui, distanciés depuis des semaines par un non hétéroclite mais convaincant. Avant d'en discuter avec Marie-Georges Buffet, voyons comment à la tête de l'État on négocie le sprint final. Jacques Chirac prévoit une intervention solennelle de l'Élysée. De son côté, Jean-Pierre Raffarin a retrouvé ce soir son ancienne terre d'élection, le Poitou, pour haranguer les foules. À ses côtés, Nicolas Sarkozy. Reportage Daniel Sportiello, Philippe Lagone. C'est Jean-Pierre Raffarin qui joue les maîtres de maison. Normal, le Premier ministre est ici chez lui en Poitou-Charentes. Son hôte, Nicolas Sarkozy, est attendu, très attendu. On le dit surmené, fatigué. Hier soir, il a même annulé sa participation à un journal de 20 heures. Et pourtant, il est venu. Aucun de ses partisans n'en doutait. Bon, il serait difficile d'un personnage comme ça de penser que brusquement il n'aurait plus le punch qu'il montre habituellement. Bon, oui, peut-être, il n'a pas le moral. Et alors ? Et alors ? Moi, je comprends tout à fait qu'on puisse être à un moment donné fatigué. Un homme reste un homme. Et Sarkozy, venu seul, reste Sarkozy. Avant même d'entrer dans la salle, il saisit le micro, fort opportunément tendu par Jean-Pierre Raffarin. Puis alors, je vais vous dire un truc qui est drôle. C'est Jean-Pierre qui est opéré et c'est moi dont on dit que je suis fatigué. Alors, autant vous le dire tout de suite. Je voudrais rassurer mes amis. Je vais bien. Et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, dans la salle de meeting, Nicolas Sarkozy remet ça, soutenu par une foule qui ne demande qu'à le croire. Et en ce qui me concerne, permettez de dire à mes amis que je vais bien et transmettez à mes adversaires que c'est plus préoccupant encore, je vais très très bien. À mon avis, ces 50 ans, il les fait pas. Et en effet, ceux qui l'annonçaient fatigués auront eu ce soir la démonstration. Merci, Nicolas. Et l'Europe dans tout ça? Ils en ont parlé. À la fin de ce numéro réglé comme du papier à musique, pour tordre le cou aux rumeurs sur le blues de Sarkozy ou le départ de Jean-Pierre Raffarin de Matignon, les duettistes longtemps fâchés se sont réconciliés. Marie-Georges Buffet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez, comme Laurent Fabius, mis en garde contre l'intimidation que, selon vous, pourraient exercer cette semaine les partisans du oui, et ce pour influencer les Français. Est-ce que vous, quand vous parlez de casse sociale, quand vous brandissez le mot ultralibéralisme, quand José Bové, à la même tribune que vous, dit que voter cette Constitution, c'est l'équivalent de se tirer une balle dans la tête, est-ce que vous aussi, vous n'intimidez pas les Français? Écoutez, d'abord, ce soir, en écoutant M. Raffarin, M. Sarkozy, j'ai eu l'impression vraiment d'un bal politicien, quoi. On est en train de parler de ne sais pas quoi, de la santé des uns et des autres, mais pas du tout du sujet qui est posé au moment de ce référendum. Et pour ce qui vous concerne, mais oui, mais justement, ce référendum porte sur un projet de traité constitutionnel. Et nous menons campagne sur le contenu de ce projet de traité constitutionnel. Et c'est quoi ce projet de traité constitutionnel? C'est 3 parties.
j'ai envie de dire, deux carottes. Une partie institutionnelle et une partie sur la Charte des droits fondamentaux qui ne marque aucune avancée sociale ni démocratique. Et puis une troisième partie extrêmement importante qui fixe pour des décennies les politiques sociales et économiques au niveau de l'Union européenne. C'est comme si vous mettiez la politique de M. Raffarin, qu'on vient de voir très clown, dans la Constitution française. C'est-à-dire que vous diriez aux Français, vous ne pouvez plus changer de politique, maintenant c'est constitutionnel. Eh bien c'est ça que nous refusons, nous ne voulons pas qu'on nous enfile une camisole libérale. Et qu'est-ce que vous proposez à la place? Eh bien nous proposons que soit renégocié un autre traité, qu'il soit renégocié pas dans l'enceinte close d'une convention, mais avec l'ensemble des peuples, avec l'ensemble des parlements nationaux. Georges Buffet, tout au long de vos déplacements, vous déployez énormément d'arguments depuis le début de cette campagne pour critiquer le traité constitutionnel. Mais au fond, on a le sentiment qu'en cas de victoire du non, ce sera surtout un vote de rejet du gouvernement, des projets gouvernementaux. Quel est, selon vous, l'argument européen, s'il ne fallait en garder qu'un seul pour convaincre les Français? Non, mais moi je crois que les Français ne se trompent pas d'élection. Lorsque les électriciens et les gaziers s'apprêtent à voter non à ce projet de traité constitutionnel, ils le font parce que c'est au nom de l'Europe qu'on a changé le statut d'EDF, GDF, qu'on a privatisé ces entreprises. Lorsque les hommes et les femmes qui se sont battus pour défendre leur système de retraite et de protection sociale s'apprêtent à voter non au projet de traité constitutionnel, ils ne se trompent pas, puisque dans l'agenda 2005-2010 de l'Europe, de nouveau est à l'ordre du jour, vous écoutez les guillemets, une nouvelle modernisation des systèmes de retraite et de sécurité sociale, parce qu'ils estiment qu'on n'a pas été assez loin dans la casse. Donc les hommes et les femmes qui ont lutté toutes ces dernières années, ces derniers mois, contre la casse de leurs acquis, ne se trompent pas lorsqu'ils disent non à une Europe libérale, parce que cette Europe libérale est venue appuyer les politiques menées par les gouvernements français. Alors selon tous les sondages, le non va l'emporter dimanche, et c'est d'ailleurs peut-être un risque pour votre camp, car dans l'opinion publique, on va le voir, les jeux semblent déjà faits. D'après la dernière enquête de l'Institut CSA pour France 3, 53% des électeurs ont l'intention de voter contre le traité dimanche, 47% en faveur du texte. Néanmoins, on s'aperçoit dans ces sondages qu'environ 20% des personnes interrogées disent ne pas avoir d'opinion très arrêtée. Ça fait un électeur sur 5. Jeudi soir, Jacques Chirac interviendra très solennellement à la télévision. Est-ce que vous redoutez que le chef de l'État réussisse à convaincre les indécis de voter oui? Écoutez, Jacques Chirac d'un côté, Lionel Jospin de l'autre. Mais Jacques Chirac a 3 jours du scrutin, c'est important. Ils ont les 20 heures, nous avons la proximité. C'est-à-dire que la campagne du non... le soir 3, c'est quand même pas mal. Oui, bien sûr. La campagne du non s'est faite comme ça, elle s'est faite dans les quartiers, dans les entreprises, dans les débats, dans les rencontres. Elle s'est faite à partir vraiment d'un effort collectif de tous les partisans du non à gauche. Nous nous retrouvons ensemble, réunis, c'est comme ça que nous allons convaincre. Alors nous allons continuer, nous n'allons pas changer de campagne. C'est-à-dire nous allons continuer à expliquer ce qu'il y a dans le projet de traité constitutionnel. On ne va pas parler de l'âge des uns et des autres ou de leur état de santé, on va parler du contenu du projet de traité constitutionnel. On va faire appel à l'expérience des hommes et des femmes qui ont vécu dans leur chair cette Europe libérale. On va prévenir, on va alerter sur ce qui est prévu à l'agenda de la Commission européenne. Et je pense que c'est comme ça, d'une façon citoyenne, d'une façon populaire, que nous allons gagner. Merci Marie-Georges Buffet, merci à vous. Il défend quant à lui le oui, mais la voix de Gerhard Schröder demeure-t-elle audible? Le chancelier allemand, encore sous le feu de la gifle électorale reçue hier, a indiqué qu'il va poser aux députés du Bundestag la question de confiance à propos de son gouvernement. Si c'est la défiance qui est votée, comme c'est à prévoir, l'Assemblée allemande sera dissoute et des élections législatives anticipées seront organisées en septembre. Hier, le SPD du chancelier a perdu la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, son fief historique. Mobilisation générale dans le monde entier. Des salariés du groupe IBM ont manifesté aujourd'hui leur opposition aux 13 000 suppressions d'emplois annoncées par le constructeur informatique. Les syndicats français redoutent la perte de 1000 emplois sur les 11 000 existantes en France. Ils ont donc observé une journée de grève et plusieurs centaines d'entre eux se sont rassemblés devant le siège social du groupe à Paris. Ils exigent 0 licenciement sec et de meilleures conditions de reclassement. Sur le papier, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil, mais la réalité, quand il s'agit de faire appel à un service d'assistance téléphonique, tourne la plupart du temps au calvaire. Demander de l'aide à son fournisseur d'accès Internet, c'est se préparer à de longues minutes, voire des heures de mise à l'épreuve et des heures qui sont coûteuses. Et donc Patrick Devedjian préconise plusieurs mesures, dont la gratuité des minutes inutiles. L'an dernier, les temps d'attente sur les hotlines et erreurs commises par les opérateurs ont coûté 79 millions d'euros aux Français. Reportage Jean-Marc Cholet, Jean-Jacques Buty.
Cet appel vous sera facturé 34 centimes d'euros la minute. À titre indicatif, nous vous précisons que votre temps d'attente est estimé à 5 minutes. La musique n'adoucit pas toujours les mœurs, surtout si vous payez 34 centimes d'euros la minute pour écouter un répondeur téléphonique en attendant l'assistance de votre fournisseur d'accès. Les internautes sont au bord de la crise de nerfs. Les abonnés ont payé 112 millions d'euros d'assistance au cours des 12 derniers mois, dont 54 millions simplement en temps d'attente. Souvent, le consommateur appelle pour un problème qui en fait relève de la responsabilité du fournisseur d'accès, soit qu'il s'agit d'un problème d'accès ou d'interruption du service. D'autre part, les appels durent longtemps. En premier lieu, pour une raison très simple, c'est que les temps d'attente sont effectivement très longs. En fait, sur le volume total que vous facturez, la moitié des appels se perd en temps d'attente. C'est-à-dire qu'on vous facture l'absence de prestation. Les plaintes d'utilisateurs mécontents ont été multipliées par 3 en 2004 par rapport à l'année précédente. On en dénombre près de 6 000. Mais les fournisseurs d'accès se défendent. Pour eux, 60% des appels ne concernent pas des problèmes de connexion et viennent renchérir le coût de l'assistance. Chaque appel d'un internaute à la hotline, c'est un coût de 7 euros pour le fournisseur d'accès, en moyenne. Donc, les 34 centimes la minute qu'on trouve en général que doit payer le consommateur, ils ne compensent pas le coût réel de la hotline. La France rattrape son retard en matière de connexion à Internet. Les fournisseurs d'accès se battent pour attirer de nouveaux internautes avec des abonnements mensuels de plus en plus bas. Difficile dans ces conditions de maintenir une assistance efficace. C'est, je crois, la course à effectivement à l'abonné qui a fait que les prix de vente, c'est vrai, sont bas. Mais la contrepartie, c'est qu'évidemment, pour restaurer leur marge, les fournisseurs limitent au maximum les frais d'accompagnement commercial. Le ministre de l'Industrie devrait proposer le 16 juin une série de mesures pour limiter les abus des opérateurs, notamment l'interdiction de facturer le temps d'attente du consommateur. Hamid Karzai a rencontré George Bush comme prévu à Washington et comme prévu, les deux hommes ont signé un accord prévoyant le maintien sur le long terme des troupes américaines déployées en Afghanistan. Ils ont aussi parlé de l'information selon laquelle 2 détenus afghans auraient été torturés à mort par des soldats américains. Une information qui a, je cite, attristé Hamid Karzai. En Irak, alors qu'une vaste opération menée à la fois par les forces irakiennes et l'armée américaine se poursuit contre les rebelles dans le secteur d'Abu Ghraib, la vague d'attentats s'intensifie. Elle a déjà fait plus de 500 morts depuis la mise en place du gouvernement il y a 3 semaines. Et ces attaques touchent en priorité la communauté chiite. Elles ont pour objectif de provoquer une véritable guerre civile. Aujourd'hui encore au nord et au sud du pays, mais aussi à Bagdad. Les victimes ont été nombreuses parmi la population civile. Caroline Sins. Chaque jour, la même histoire de violence et de sang. À Bagdad, un restaurant attaqué à l'heure du déjeuner dans un quartier chiite. Encore une voiture qui explose. Le restaurant fréquenté par des ouvriers est bondé. Le patron avait reçu des menaces car des policiers irakiens y ont leurs habitudes. Bilan, 8 morts et plus de 100 blessés. L'un d'eux, hospitalisé, raconte. J'étais dans le restaurant. Soudain, il y a eu l'explosion. On ne sait pas si c'est une voiture piégée ou si c'est un kamikaze. Tout s'est enflammé. On a couru dehors. Il y avait environ 200 personnes qui mangeaient là. 70 attaques par jour en Irak en ce mois de mai. Les membres du gouvernement sont aussi des cibles. 10 assassinats déjà ce mois-ci. Ce matin, le patron de la lutte contre la violence au ministère de l'Intérieur est tué dans sa voiture. Le groupe de l'islamiste intégriste Zarqawi a revendiqué. Des hommes armés se sont approchés de lui en voiture et ils ont tiré à plusieurs reprises. Autre cible des rebelles, les militaires américains. Leurs bases, leurs convois sont attaqués, comme ici sur la route de l'aéroport. Face à cette montée en puissance de la guérilla, l'armée américaine passe à l'offensive, loin des caméras. Depuis hier, 2000 militaires ratissent la zone de l'aéroport et de la prison d'Abu Ghraib. Perquisitions et près de 300 arrestations. 2 autres opérations similaires sont en cours au sud et au nord de Bagdad. Ce village détruit à la frontière syrienne est le résultat d'une offensive des Marines. Une semaine de ratissage pour coincer les combattants étrangers qui s'infiltrent en Irak. 125 personnes tuées et des civils sans abri. La guérilla en sortira-t-elle affaiblie? Nettoyer les zones rebelles ne suffira pas sans une implication des sunnites dans le processus politique.
Et au cœur de cette actualité dramatique en Irak, un espoir et des sourires, ceux des 3 journalistes roumains qui ont retrouvé leurs proches sur le tarmac de l'aéroport de Bucarest après 55 jours de détention et d'angoisse. Les 3 ex-otages libérés hier ont été accueillis par le président Băsescu qui a affirmé n'avoir payé aucune rançon en échange de ces libérations. Les ravisseurs avaient menacé de tuer leurs otages si la Roumanie ne retirait pas ses troupes d'Irak, une exigence à laquelle les autorités n'ont pas cédé. Et au vu de cette libération, le gouvernement français se dit encouragé pour ce qui concerne Florence Aubenas et Hussein Hanoun, mais le comité de soutien de ces 2 otages se demande pourquoi l'enlèvement de la journaliste de Libération et de son guide irakien ne trouve pas, je cite, une issue plus rapide. Les 2 captifs sont retenus en Irak depuis maintenant 138 jours. Tenter de changer la face du monde, transformer les guerres en paix, s'attaquer aux racines du terrorisme, c'étaient les objectifs de la conférence de Petra qui vient de s'achever en Jordanie en présence des plus grands cerveaux de la planète. Ils sont prix Nobel de la paix, de médecine, d'économie ou de littérature. Une trentaine de célèbres lauréats qui ont examiné les défis mondiaux du XXIe siècle. De belles idées développées, débattues, et le symbole n'est pas innocent, dans l'un des plus beaux sites du Proche-Orient. C'est le dossier de ce soir 3. Huguette, Hervé Gutmann. Au sortir du défilé, il apparaît, tel un mirage. Al-Khazneh, le trésor, un tombeau somptueux taillé à même la roche. C'est le plus célèbre édifice de Petra. Ce site exceptionnel fut le berceau des Nabatéens, une civilisation commerçante qui parvint à maintenir son indépendance et sa prospérité en des temps troubles marqués par des guerres incessantes. S'inspirer de cet exemple, alors même que le Proche-Orient et de nombreuses régions du monde sont 20 siècles plus tard toujours en crise, un défi qu'Elie Wiesel et le roi Abdallah veulent relever ici même à Petra. Au Moyen-Orient, plus de la moitié de la population a 18 ans au moins. Ils n'ont pas de mémoire d'un temps sans conflit régional. Ils voient un large fossé entre riches et pauvres. À Paris audacieux, casting relevé, quelques personnalités du Gotha mondial, mais surtout une trentaine de prix Nobel. Bien sûr que nous n'avons pas de pouvoir. Mais quand un groupe de prix Nobel parle, s'exprime, nos propos, je le dis avec modestie quand même, nos propos pourraient agir sur ceux qui détiennent le pouvoir. Mais comment un Nobel peut-il changer le monde sinon en formulant des idées généreuses? Ce n'est pas tout à fait l'avis de Jean-Marie Laine, le seul Nobel français à avoir fait le voyage de Petra. Faire simplement en sorte que des gens se parlent, et dans un domaine scientifique, en général, ça devrait être plus facile qu'en d'autres domaines parce que nous parlons partout la même langue. La musique, cet autre langage universel, en particulier lorsqu'elle est jouée par l'Orchestre de la Paix. Une formation mi-arabe, mi-israélienne, où les querelles nationales sont remisées. Symboliquement, le roi de Jordanie l'a convié à jouer devant les Nobel. Nous, on fait un petit exemple pour tous les hommes politiques, pour montrer que la paix est possible. Et eux, ils n'arrivent pas à le faire jusqu'à maintenant. Et nous, on a fait déjà. Et c'est beaucoup plus facile de faire la paix que faire la guerre, en fait. Un concert en terre arabe, une première pour l'Orchestre de la Paix. Un exemple aussi du chemin parcouru depuis ce jour où, à Petra même, de jeunes Israéliens avaient été tués par des Jordaniens pour avoir simplement voulu admirer ce site exceptionnel. Je n'avais jamais été dans un pays arabe auparavant. Et aujourd'hui, je peux traverser la frontière comme n'importe quel touriste avec mon passeport sans que l'on me dise quoi que ce soit. On peut discuter de science, des changements à apporter ici, des bénéfices qu'on peut espérer de la paix. C'est pour moi un vrai rêve. L'esprit de Petra a-t-il soufflé? En tout cas, les Nobel ont décidé de se revoir. L'histoire n'enseigne-t-elle pas que le débat a engendré la démocratie? À Roland-Garros, la première journée a été marquée par l'élimination dès le premier tour de la tenante du titre, la Russe Anastasia Myskina. En revanche, tous les autres favoris se sont qualifiés. Le grand espoir du tennis français, Richard Gasquet, a remporté sa première victoire en Grand Chelem. Le jeune Biterrois de 18 ans a battu en 4-7 l'Italien Bracciali. Au prochain tour, il rencontrera le Néerlandais Peter Wessels. Si tout va bien en 16e de finale, eh bien Gasquet retrouvera l'Espagnol Rafael Nadal pour le plus grand plaisir des spectateurs de la Porte d'Auteuil.
puis des spectateurs de France 2 et France 3, bien sûr, les téléspectateurs. Chez les filles, les chances tricolores reposent avant tout sur les épaules d'Amélie Mauresmo qui a préparé ce Roland-Garros avec le dernier Français à avoir remporté le tournoi, Yannick Noah. Les autres joueuses, elles, ont choisi des entraîneurs étrangers. C'est le cas de Nathalie Dechy et Tatiana Golovin, désormais coachées par 2 anciens joueurs américains et néerlandais. Et depuis leur association, eh bien, les résultats des petites Françaises ne cessent de progresser. Antoine Chusville, Christophe Monteil. Ce cri, c'est celui de Virginie Razzano. Aujourd'hui, la jeune Française a surpris Roland-Garros en dominant la redoutable Russe Safina. Razzano, une des figures de proue du nouveau tennis féminin, aux côtés de Tatiana Golovin ou de Nathalie Dechy. Dechy, longtemps considérée comme la faire-valoir d'Amélie Mauresmo. Dans les années 90, les deux jeunes filles accèdent ensemble au circuit professionnel, mais chacune à son rythme. Après 10 ans dans l'ombre de sa rivale, Nathalie Dechy se révèle enfin cette saison, à 26 ans, avec une demi-finale à l'Open d'Australie. Dans son sillage, Golovin, Bartoli et Razzano intègrent également le top 40, histoire de prouver que l'école française ne se limite pas à Amélie Mauresmo. Là, il y a des bons résultats, mais on peut faire mieux encore. Je pense qu'il n'y a rien de meilleur que l'émulation. Et c'est vrai que voir des jeunes arriver qui jouent bien, comme Tatiana, Marie qui rejoue vraiment bien, c'est une saine émulation. Il faut en profiter, quoi. La concurrence française, il n'y a rien de mieux. Ces résultats qu'on n'espérait plus, Nathalie Dechy les doit sans doute à cet homme, Sven Grönveld, l'ancien entraîneur de Monica Seles et Marie Pierce. Pour cette joueuse, issue de la formation fédérale, engager un entraîneur étranger était une décision radicale. Elle avait déjà d'excellentes bases techniques et je crois simplement lui avoir apporté quelques conseils utiles. Mais à mon sens, le véritable déclic pour Nathalie, c'est surtout d'avoir osé faire le pas vers un entraîneur étranger. À 17 ans, Tatiana Golovin a déjà franchi ce cap. Convaincue des mérites de la méthode américaine, elle a engagé un nouvel entraîneur en vue de Roland-Garros. Tout simplement Brad Gilbert, ancien coach d'Agassi et Roddick. Je pense qu'en Europe, en général, c'est un peu plus technique. Chez lui, c'est un peu plus tactique. C'est vraiment comment on fait pour gagner des matchs. S'il y a une personne qui a gagné des grands chelems en tant qu'entraîneur, c'est bien lui. Donc c'est pour ça que je vais essayer de l'avoir à mes côtés. Ambitieuses, ces jeunes femmes gardent néanmoins l'esprit d'équipe. L'an passé, en l'absence de Mauresmo, c'est Dechy et Golovin qui mènent l'équipe de France de Fed Cup jusqu'en finale. Dès demain, elles auront à nouveau l'occasion de briller devant leur public à Roland-Garros. Et on passe à présent à la revue de presse avec à la une de vos quotidiens en kiosque demain. Bien sûr, la campagne du référendum, le spectre du dumping social pour Libération, une phobie qui, selon le quotidien, plombe le oui. Le référendum, toujours avec à la une de la Nouvelle République, Chirac et Jospin qui tirent les ultimes cartouches du oui. En ces derniers jours de campagne, ils montent au front, à la télévision notamment. Le Télégramme s'interroge sur la fin du pacte européen, alors que depuis 30 ans, la Bretagne a reçu beaucoup d'aide de Bruxelles. Et puis la Tribune titre sur Gerhard Schröder qui joue ses réformes à qui tout double. Les législatives anticipées devraient avoir lieu, on l'a vu, à l'automne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, un grand classique du cinéma français sur France 3, Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot avec Simone Signoret. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, le 12-14, présenté par Laurence Boubillier, le 19-20 avec Stéphanie Perret. On se retrouvera pour le soir 3 à 22h45. Très bonne fin de soirée. Merci. À demain. À demain.